Ce 22 mai 2018, au tribunal d'Aix-en-Provence, s'ouvre le procès d'Annie Mettet, une psychologue de 53 ans. Cette femme est accusée d'un crime horrible, avoir étouffé son mari avant de jeter son corps à la mer. Trouver un corps qui flotte avec les poignets liés à une ancre, le visage complètement scotché jusqu'au cou, c'est pas souvent. Et pourtant, à la surprise générale, cette mère de famille, soutenue par ses enfants, va se présenter comme une victime de violences conjugales. Elle décrit un monstre. Elle n'a fait que se défendre. Malheureusement, sa défense a été telle qu'il en est mort. Elle a aucun remords, elle a rien. C'est scandaleux, c'est à vomir, c'est à vomir. Alors, la psychologue serait-elle une nouvelle Jacqueline Sauvage ou une meurtrière machiavélique qui aurait tout inventé? C'est une menthe religieuse. Elle dévore les hommes, c'est une manipulatrice de génie. Il faudrait qu'elle me donne des leçons de manipulation. C'est une histoire d'amour qui se fracasse. Il n'y a pas de mobile. Elle ne voulait pas tuer cet homme. Elle est vénale. Ça, c'est sûr. Putain, la vie est belle. La pied de mari, elle a le pognon. Fantastique, hein? Tout commence dans la baie des Singes, au large de Marseille. Nous sommes le lundi 4 octobre 2010. Il est 17h45 lorsqu'un plaisancier aperçoit une masse sombre qui dérive au gré des vagues. Il se rapproche avec son embarcation et là, il s'aperçoit, en arrivant tout près, qu'il s'agit d'un corps humain. Le corps est retrouvé à peu près une centaine de mètres de la côte. Il flotte entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément à la surface, mais il n'est pas non plus sous l'eau. Aussitôt alertés, les pompiers filent à toute allure vers les calanques. Les secouristes s'attendent à repêcher un nageur imprudent. Mais une fois sur place, ils vont faire une incroyable découverte. Les marins-pompiers envoient des plongeurs. Le corps est remonté, ici sur le bateau. C'est un corps enchaîné. Effectivement, le corps est entravé au niveau des mains et entravé au niveau des pieds, avec des chaînes fermées avec des cadenas. Il est retenu à une ancre accrochée 8 mètres plus bas. Et au bout de cette chaîne pend une ancre, manifestement destinée à la mener au fond. Et ce n'est pas tout. La suite des constatations va confirmer la piste criminelle. C'est un homme qui est comme momifié avec du scotch tourné donc autour de son visage. Le corps a le visage complètement scotché jusqu'au cou. Ah, tout de suite, les premières constatations, oui, c'est un assassinat. C'est-à-dire un crime prémédité. Incroyable, un cadavre momifié, accroché à une ancre dans les calanques, même pour les hommes de la brigade criminelle de Marseille, désormais en charge de l'enquête, c'est du jamais vu. Trouver un corps qui flotte avec les poignets liés à une ancre et le visage totalement masqué, c'est pas souvent. C'était même d'ailleurs, pour ce qui me concerne, la première fois. Le corps de la victime est transporté à l'Institut médico-légal pour y être autopsié. Et l'examen du légiste va permettre d'en apprendre un peu plus sur le scénario de l'horrible crime. C'est un corps qui a vraiment passé, d'après ce qu'on voit directement, plusieurs jours dans l'eau. Il a le torse qui est mangé par les poissons. Les expertises médico-légales attestent de la mort entre le 25 et le 26 septembre. Le corps aurait séjourné dans l'eau environ une semaine. Chose étrange, les policiers se demandent pourquoi cet homme n'a pas été signalé disparu alors que son corps séjourne depuis une semaine déjà dans l'eau.
Personne ne nous avait signalé sa disparition. Si on ne découvre pas le corps, personne n'est au courant de sa mort. Et puis, l'autopsie apporte une autre information primordiale. La victime a été tuée avant d'être jetée à la mer. L'autopsie est claire, il est mort étouffé et non pas noyé. Donc c'est un corps qu'on a mis à l'eau rapidement après l'avoir étranglé, étouffé. Cet homme a été tué dans des conditions... Il faut employer des mots forts, là. Dans des conditions dégueulasses. Celui qui a fait ça voulait être certain qu'on ne retrouve pas le corps et que ce corps soit porté disparu à jamais. Alors, quelle est l'identité de la victime et pourquoi a-t-elle trouvé la mort dans de telles circonstances? L'enquête ne fait que commencer. Cependant, malgré l'état de décomposition avancé du cadavre, les policiers vont réussir à mettre un nom sur la mystérieuse momie, grâce aux empreintes digitales de la victime. Les spécialistes de l'identité judiciaire arrivent à récupérer les empreintes du corps découvert. Une consultation dans les bases de données de la police nationale permet d'identifier le cadavre. Coup de chance. Cet homme était connu pour une histoire de conduite en état d'ivresse qui remonte à 1990. Et fort heureusement, il y avait une trace de son passage dans les services de police. L'homme le voici. Il s'appelle Jacques Mettet. Il a 66 ans. Aussitôt, les proches de la victime sont prévenus. Et forcément, pour eux, c'est le début de la descente aux enfers. J'apprends que mon frère est décédé, découvert flottant entre deux eaux, le visage recouvert de scotch. Je ne peux pas imaginer une chose pareille. C'est pas possible. La mort a été atroce. Atroce. C'est insupportable pour moi. Je peux pas le supporter. Attacher, momifier, mettre des chaînes, attacher les pieds, les mains, balancer par-dessus bord, faut le faire quand même. Hein. C'est d'un machiavélisme épouvantable. Et monter un scénario pareil, mais c'est digne des séries télé, ça. Mais on n'y croit pas dans la vie. Qui est-ce qui a pu lui en vouloir pour l'assassiner comme ça? Ce crime est d'autant plus difficile à croire que rien dans la vie de ce paisible retraité ne laisse présager une fin aussi tragique. En apparence, en tout cas. C'est ici, à Paris, que l'ancien haut fonctionnaire débute sa brillante carrière. Jacques Mettet est donc âgé de 66 ans, retraité de la Banque de France, où il occupait les fonctions de directeur adjoint d'un secteur de la Banque de France. Jacques Mettet a été marié une première fois avec une première femme qui a eu 3 enfants. C'était un garçon, il était flamboyant, ouais, flamboyant, c'est le terme. Mon frère, c'est un séducteur, brillantissime, intelligent, cultivé, qui est capable de parler de tout. Ma mère était toujours en train de me le vanter, qui gagnait plus d'argent que moi, voilà. Ah oui, c'était épouvantable. Côté cœur, après son premier mariage, Jacques Mettet semblait avoir trouvé la perle rare en la personne d'Anis Lama, une jeune et jolie secrétaire de 13 ans sa cadette. Alors Annie Mettet a longtemps travaillé elle aussi à la Banque de France, c'est d'ailleurs là où ils se sont rencontrés. Ils ont un point commun, ils sont veufs tous les deux au moment où ils se rencontrent. Immédiatement, Jacques tombe sous le charme de cette femme fatale, dont la prestance fait sensation aux fêtes de famille. C'est vrai que c'est une femme qui m'impressionne. C'est une belle femme, hein, Anis Lama, hein, elle est belle. C'est une grande femme brune, jolie, un corps très, très mince, charismatique. C'est une femme qui est très athlétique, qui est grande, qui a beaucoup de charme.
Jacques Mettet est un petit bonhomme d'1,65 m, assez sec, hein, plutôt même presque maigre. À côté de cette femme qui était grande et belle, c'est vrai qu'il y avait une sorte de contraste. Hein. Je crois qu'on peut parler d'un authentique coup de foudre de part et d'autre. Elle a été séduite par l'atmosphère intellectuelle que dégageait cet homme, plein d'humour. Mon frère était amoureux d'elle, amoureux fou. Elle aussi, je pense qu'elle est amoureuse de lui. Elle était admirative de lui, de son intelligence. Annie est plutôt exubérante. Tout est haut en couleur. Annie Slama m'étonne. La belle Annie fait l'unanimité dans la famille de Jacques. En 1994, le couple se marie. Jacques a déjà 3 filles. Annie lui donnera 3 garçons. 3 ans plus tard, le couple décide de déménager. Lui va prendre sa retraite, elle va le suivre. Ils veulent se rapprocher de la mer. Ils vont donc venir habiter à Mereuil, dans le sud de la France. Jacques Mettet vit donc avec sa femme à Mereuil, à une trentaine de kilomètres de Marseille. Alors forcément, à la brigade criminelle, on s'interroge. Pourquoi son épouse n'a-t-elle pas signalé sa disparition? La femme de Jacques Mettet aurait-elle quelque chose à se reprocher? Les policiers décident d'aller frapper à sa porte pour avoir quelques explications. On va voir Madame Mettet le lendemain de la découverte du corps. Mereuil, c'est une commune assez cossue, hein. Elle vit dans une villa. Mais chose curieuse, lorsque les enquêteurs annoncent à l'épouse de Jacques Mettet le décès de son mari, elle ne semble pas très affectée. C'est assez atypique, hein. Elle est assez neutre, hein, dans cette annonce-là. Et on sent que c'est une forte femme, hein, qui ne se laisse pas abattre. Cette femme va dire qu'elle n'est au courant de rien, qu'elle est très surprise. Annie Mettet explique aux enquêteurs qu'en réalité son couple n'était pas au mieux ces derniers temps. D'ailleurs, ils ne vivaient plus sous le même toit. Et cela à cause de la grave maladie qui avait foudroyé Jacques Mettet. Jacques Mettet, au moment des faits, était un homme malade. Il était traité médicalement. Effectivement, Jacques avait subi une ablation d'un poumon suite à un cancer des poumons. En attendant de vaincre sa maladie, Jacques avait décidé de vivre pleinement sa vie. Il a des grands projets. Il a des grands rêves. Il rêve des Baléares et il va s'installer aux Baléares. Madame Mettet vous indique qu'il passe le plus clair de son temps sur Minorque, en Espagne, sur une île, et que là-bas, il s'occupe de tourisme avec son voilier, le Percé. Il naviguait beaucoup entre les îles. Il faisait de temps en temps un petit peu de charter avec des touristes. Bah, il avait l'air heureux, oui. Il y a pire comme punition. Hein. Mais à entendre Annie Mettet, malgré la distance qui les séparait, le couple continuait tout de même à entretenir des sentiments amoureux. La relation entre Madame Slama et Monsieur Mettet était assez atypique, hein. Elle va expliquer qu'ils sont effectivement séparés, mais que chaque fois qu'il revient voir Annie, ils ont effectivement des relations intimes. Jacques Mettet venait de temps en temps, passer une semaine, 10 jours, et puis repartait. Et souvent, c'est elle qui le rejoint aux Baléares, avec ou sans les enfants. Jacques, il a évidemment donné le goût de la mer à Annie Mettet. Elle a son propre bateau à Bandol. C'est un couple qui est séparé géographiquement, oui, mais pas vraiment dans le cœur. Et justement, une semaine avant sa mort, Jacques Mettet avait décidé de revenir quelques jours en France pour profiter de sa famille. Annie Mettet explique aux enquêteurs que cette semaine s'est très bien passée. Elle a récupéré son mari, ils ont passé cette semaine ensemble, il s'est un peu occupé des enfants, il a jardiné. Et surtout, Annie affirme que la dernière fois qu'elle a vu son mari, il allait très bien. Elle l'a ramené il y a quelques jours à l'aéroport. Elle s'en rappelle très bien et elle est vraiment très affirmative sur ça.
Il est parti avec son sac à dos, qui était son seul bagage. Et comme ils avaient ce mode de vie, elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Elle n'expliquait pas les causes de sa mort et surtout la façon dont on retrouvait le corps. L'enquête faite sur Anis Lama démontre que c'est une dame qui n'a aucun problème avec la police ni la justice, qui n'a jamais fait parler d'elle de quelque façon que ce soit. Personne ne la soupçonne. Elle est insoupçonnable. Annie Mettet est convaincante. La piste de l'épouse est donc abandonnée. D'autant que le corps de Jacques Mettet n'a pas été retrouvé n'importe où. Cet endroit est un petit peu le dépotoir du grand banditisme marseillais. On est entre Cassis et Marseille, dans un endroit qui s'appelle la baie des Singes. Et c'est vraiment la poubelle du grand banditisme. On y jette des voitures, on y jette des cadavres, on y jette un petit peu tout. L'enquête se dirige donc naturellement vers une piste crapuleuse. Il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. Je me dis qu'il s'est fait tuer par des mafieux. On pense que c'est une mort, effectivement, crapuleuse, de bandits, des histoires d'argent sordides. Jacques Mettet aurait-il été tué par des voyous? Le crime semble emporter la signature. Seulement voilà, les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent rien. On a un Jacques Mettet avec une personnalité lambda, un retraité de la Banque de France. Il n'a pas un passé criminel. Rien ne permettait de suspecter qui que ce soit sur les circonstances et de la mort de Jacques Mettet. Mais alors, qui a tué le père de famille avant d'abandonner son corps dans les calanques? Pour l'instant, les policiers nagent en eau trouble, mais plus pour très longtemps. Car en réalité, Annie Mettet serait moins innocente qu'il n'y paraît. Car les proches de la victime vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche dans le comportement d'Annie. Quelques jours seulement après le décès de Jacques, la veuve va leur mentir effrontément. Anis Lama m'appelle, il me dit que mon frère était sur son bateau, qu'il est tombé, qu'il n'a pas pu nager, il s'est noyé. Elle lui dit qu'il est mort noyé, alors qu'il est mort assassiné. C'est quand même pas tout à fait pareil. Pourquoi Annie Mettet lui a pas dit la vérité? Je lui dis, mais tu me caches quelque chose. Et elle se met en colère. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Alors qu'Annie a raconté aux policiers que son mari était rentré en Espagne, la veuve raconte à la famille du défunt une toute autre histoire. En fait, Jacques était à Marseille, sur son bateau, et il aurait été victime d'un accident. Étrange, l'épouse de Jacques Mettet ment, cela ne fait aucun doute. D'autant que les policiers vont faire de nouvelles découvertes très instructives pour la suite de leur enquête. Ils vont se rendre en Espagne, à Minorque, et interroger cet homme, Miguel, un ami de Jacques Mettet. Selon lui, quelques jours avant la découverte de son corps, il a reçu un appel étonnant d'Annie. Annie me llama por teléfono y me comenta que Jacques está muy enfermo y que debido a esto él no podrá volver a Menorca en poco tiempo. Elle me raconte au côté espagnol, Jacques Mettet, ne le cherchez pas, il est en France parce qu'il est malade. Et à ceux qui sont en France, de ne cherchez pas Jacques, il est retourné en Espagne. Elle a un comportement pour le moins curieux, pour ne pas dire bizarre. Et ce n'est pas tout. Miguel va faire d'autres révélations aux enquêteurs. Ce même homme, Miguel, reçoit un email signé de Jacques Mettet, où là, Jacques se livre un peu plus en lui disant qu'il a une rechute de sa maladie. Il m'explique qu'il doit passer une révision médicale de son cancer. Voici précisément ce que Jacques Mettet écrit à son ami. Cher Miguel, Annie m'a dit qu'elle t'a appelé et t'a mis au courant de ma maladie. Le foyer cancéreux n'est pas trop important.
Je suis épuisé par le début du traitement de chimiothérapie, mais j'ai une petite chance de m'en sortir. Mes soins m'obligent à prolonger mon séjour en France pour environ 6 mois. Bien à toi, Jacques. À lire Semel, le retraité serait donc resté en France pour lutter contre son cancer. Seulement voilà, Jacques Mété n'a pas pu écrire ce message. Et cela, pour une raison très simple. Ce témoin espagnol nous montre un mail qui aurait été envoyé par Jacques Mété le 29 septembre. Sachant que l'autopsie va dater la mort dans la nuit du 25 au 26 septembre. Ça paraît compliqué que Jacques Mété envoie le mail le 29, parce qu'a priori, il est mort. Donc, c'est certainement pas Jacques Mété qui a envoyé le mail du 29. Et si c'est pas Jacques Mété, ça ne peut être que Annie. Et l'enquête déterminera qu'en fait, l'adresse IP ayant servi à envoyer cet email ressort à l'adresse de Mereuil. Là, il y a un vrai problème. Incroyable. Annie Mété aurait usurpé l'identité de son mari pour faire croire qu'il était vivant. Et ce ne serait pas là son seul mensonge. On va s'apercevoir qu'il n'a jamais pris l'avion. Anis Lama ment depuis le début, donc pourquoi? C'est la démonstration qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de Jacques Mété. Des scénarios qui ne tiennent pas debout, une veuve calculatrice et manipulatrice. Désormais, les enquêteurs en sont persuadés, Annie Mété serait impliquée dans la mort de son mari. D'ailleurs, en perquisitionnant à son domicile, leurs soupçons vont se confirmer. Mereuil, le 17 mai 2011. 8 mois après la mort de Jacques, les policiers investissent la villa Cossu à la recherche du moindre indice. Et la pêche est bonne. On va d'abord retrouver sur le porte-clés d'Anis Lama la clé des cadenas qui ont servi à entraver les pieds et les mains de Jacques. A été aussi retrouvé dans le cadre de cette perquisition un rouleau de scotch qui s'avérera après analyse être le même scotch que celui ayant entouré le crâne, la tête de Jacques Mété. La preuve est accablante et ce n'est pas la seule. Sur le scotch qui a servi à enrubanner Jacques Mété, il y a des empreintes digitales. Les analyses scientifiques permettent de déterminer que les empreintes découvertes sur le scotch ayant entouré la tête de Jacques Mété sont celles de Madame Slama. Pour les enquêteurs, tout s'emboîte. Aussitôt, Annie Mété est placée en garde à vue. Mais elle va continuer à nier farouchement. Elle maintient dans une première et une deuxième déclaration sa version initiale, c'est-à-dire je l'ai collé à l'aéroport. On n'a pas senti quelqu'un de déstabilisé. Voici ce que Annie Mété déclare. Madame Mété, dans quelles circonstances est mort votre mari? Je n'en sais rien. C'est vous qui m'avez appris sa mort. Mais confrontée à tous les éléments recueillis par les enquêteurs, le visage de la belle brune va petit à petit se décomposer. Nous, on lui met la pression avec ces éléments-là. Et au bout d'un moment, elle est obligée de reconnaître, devant l'évidence de tous ces éléments, elle est obligée de reconnaître sa culpabilité. Là, elle ne peut plus nier. C'est une évidence. Et là, elle comprend qu'elle a perdu la partie. Et quand elle comprend tout ça, elle vacille à la troisième audition. Et au deuxième jour de la garde à vue, elle va craquer. Seulement, Annie va livrer une version pour le moins
surprenante. Annie Mettet reconnaît dans sa garde à vue j'ai tué Jacques de mes propres mains. Elle va simplement indiquer que c'est involontaire. Elle est dans la légitime défense. Devant les policiers, Annie Mettet raconte une nouvelle histoire. Celle d'une épouse dévouée qui, pendant 20 ans, aurait vécu un véritable calvaire. Alors là, pour la première fois, elle se présente vis-à-vis des enquêteurs comme une femme victime de violences conjugales. Elle nous dit qu'effectivement, son mari a une forte dépendance à l'alcool. Elle va commencer à décrire son mari comme une véritable furie. Elle dit qu'il était bipolaire, il pouvait être de parfaite humeur à 8h du matin et dans une colère noire à 8h10. Il est violent avec les enfants, avec elle-même, il y avait des crises terribles. C'était quelqu'un qui pouvait être très agréable. Et en même temps, Jacques Mettet, c'est un homme qui est malade. Elle ne peut pas l'abandonner. Quand on la questionne, Annie Mettet était une femme soumise à la violence de Jacques. Selon Annie, à l'occasion de sa dernière visite, l'homme mi-ange, mi-démon aurait dépassé les bornes. C'est donc dans la nuit du 25 au 26 septembre 2010, dans le port de Bandol, que d'après les déclarations d'Annie Mettet, tout aurait basculé. Annie a son bateau, qui est un catamaran, dans le port de Bandol. Et elle va expliquer que ce soir-là, ils avaient décidé d'aller se passer une soirée tranquille sur le bateau. C'est ce qu'ils vont faire. C'était un week-end romantique. Elle aurait eu une relation sexuelle avec son ex-mari, consentie. Sauf que Jacques Mettet avait déjà beaucoup bu. Et à un moment, il est foudroyé par l'alcool, donc il s'endort. Sauf que, à son réveil, le mari bipolaire aurait fait une nouvelle crise. Il s'est réveillé, il a voulu avoir une deuxième relation intime qu'elle ne voulait pas. Il défait sa braguette, je ne vous fais pas de dessin. Une dispute s'en est suivie. Voici ce que Annie Mettet déclare. Une dispute a éclaté, car Jacques voulait à nouveau faire l'amour, mais j'ai refusé. Nous en sommes venus aux mains. Il m'a attrapé par le cou et j'ai essayé de le repousser. Il a voulu me violenter. Il voulait avoir encore un rapport avec moi. Il m'a empoigné le cou, il voulait m'étrangler. Et la bagarre éclate entre les deux. Dans ce corps à corps violent, Annie Mettet prétend qu'elle aurait commis l'irréparable. Mais elle parle d'un accident. Elle se serait défendue, ce dernier serait tombé. Elle va arriver sur lui et lui mettre la main sur le visage, sur la bouche pour ne plus l'entendre. Elle pète complètement les plombs en réalité. Et elle se serait rendue compte qu'il ne respirait plus. Elle reconnaîtra l'avoir étouffé. Elle va expliquer que simplement, elle ne supportait pas de voir le visage de Jacques, dont elle avait compris qu'il était mort. Et donc elle va l'entourer de scotch pour dissimuler son visage. La tête momifiée, Jacques Mettet gît inanimé dans la cabine du catamaran. C'est là que la mère de famille aurait pris une décision radicale, se débarrasser de son cadavre. C'était trop atroce. Je ne me voyais pas dire ça aux enfants. Du coup, j'ai décidé de faire croire que son corps était perdu en mer. Après le drame, elle est dans une logique de fuite en avant. Le 1er octobre, elle sort en mer avec le catamaran. Elle nous a dit y avoir ligoté les poignets avec ses cadenas, y avoir fixé cette corde et attaché l'ancre. Et elle va jeter le corps de son mari par-dessus bord.
Elle a dit, mais moi, j'ai mis la main sur son visage pour me défendre, parce que je voulais pas qu'il me viole. Et il est mort. Cette violence qu'elle a toujours subie est la cause de sa réaction, de ce décès accidentel pour elle. Pour les proches de Jacques Mettet, c'est la consternation. Annie les a trahis, et cela depuis le début. J'ouvre le journal et là, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. L'inconnu de la Calanque a été tué par sa femme. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est elle qui l'a tué. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Il faudrait qu'elle me donne des leçons de manipulation. Hein. C'est Annie qui a tué, qui a assassiné son mari. Incroyable. Incroyable. C'est impossible de comprendre. C'est impossible. Alors là, je dis ça, c'est quelque chose de costaud. Un mari violent qui l'aurait poussé au crime. Annie Mettet serait-elle une victime comme elle le prétend? Ou tenterait-elle de manipuler les enquêteurs? C'est en plongeant dans la vie de la victime que les policiers vont faire des découvertes fracassantes. Les enquêteurs travaillent sur la personnalité de Jacques Mettet et donc vont aller assez loin en arrière dans sa vie pour voir si il est le monstre que Annie Mettet décrit ou bien est-ce qu'elle se fout du monde. L'enquête a déterminé que Jacques Mettet était un individu particulier, pas forcément facile à vivre. Nous avons retrouvé le propre médecin de Jacques Mettet. Son diagnostic est glaçant. Jacques Mettet, c'est une personnalité complexe. Alors effectivement, il y a une psychopathie qui a été qualifiée de maniaco-dépressive. Je lui avais demandé de se traiter pour ses problèmes de psychopathie et il n'a jamais pris son traitement. Vous ajoutez ça avec la prise de certains médicaments et l'abus d'alcool, ça fait quelqu'un d'assez instable. Issu de son premier mariage, les filles de Jacques Mettet vont venir décrire l'ambiance épouvantable que leur père faisait régner chez eux. Ses propres filles décrivent un type terrible en disant qu'elles ne veulent pas rester seules avec lui, qu'elles se débrouillent toujours pour être à deux parce qu'elles craignent ses colères et ses changements d'humeur. La sœur de Jacques Mettet va même raconter aux enquêteurs une terrible anecdote. À l'époque où ils habitaient tous à Paris, un soir, elle a au téléphone Annie. Annie Slama m'appelle, elle me dit viens vite, il est en pleine crise. Donc je lâche tout, hein, j'arrive, je cours. Et lorsqu'elle arrive, elle découvre une scène surréaliste, elle voit Jacques Mettet qui tient en joue avec une arme Annie. Et là je vois mon frère, j'ai peur, je veux dire, c'est vrai qu'il fait peur. C'est pas un vrai revolver, je sais pas, ou un fusil à plomb, ou je sais pas ce que c'est, mais il était en crise aiguë, là, de folie. C'était Jacques, voilà. À la suite de cet épisode, Jacques sera interné quelques jours. Annie Mettet, sa femme, passera l'éponge sur cet incident violent. Mais voilà, les frasques répétitives de l'homme malade ont fini par lasser tout son entourage. Il s'est fâché avec toute sa famille, en fait, tout le monde lui tournait le dos. Il était effrayant. Effrayant. J'en étais arrivée à souhaiter la mort de mon frère. Enfin, c'est affreux. Hein. Inconsciemment, quoi, je veux dire. Tout dans ce dossier indique qu'il a des accès de violence. Ça, pour les enquêteurs, ça pèse lourd. Enfin, ça confirme un peu ce que raconte, enfin, ça confirme même beaucoup ce que raconte Annie Mettet. Alors, Annie Mettet dit-elle la vérité? Jacques, son mari, était-il devenu au fil du temps un homme d'une violence extrême?
Aurait-elle fini par le tuer, accidentellement, au terme d'une énième crise? À ce stade, l'hypothèse peut paraître assez crédible. Seulement, quelque chose ne colle pas et plusieurs éléments vont mettre en doute la version d'Annie Mettet. Terrassé par son cancer, ces derniers temps, Jacques Mettet n'était plus que l'ombre de lui-même. Difficile alors d'imaginer qu'il ait pu infliger des sévices à sa compagne. Jacques fait 1,60 m pour 48 kg. Madame Mettet nous indiquait avoir été victime de violences. Oui, de violences verbales, je veux bien. Mais certainement pas physiques. Il est maigre, hein, tout voûté, enfin... non, il est vraiment... c'est un spectre. Elle est physiquement solide. Je vous dis que s'il y avait eu un affrontement, c'est elle qui aurait gagné, mais bien sûr. Lui, il est tout skitch, comme on dit ici à Marseille. C'est un petit doigt, c'est un coton-tige. Il fait pas le poids. Et puis, il y a un autre détail qui ne va pas. Annie, on s'en souvient, a dit « je lui ai mis la main sur le visage, sur la bouche, comme ça ». Elle dit avec une main, je lui bloque la bouche et les trous de nez. Et je l'empêche de respirer. Et lui dit « c'est impossible ». Pas vrai. Quand on met la main, il y a toujours un moment où on arrive à respirer. Il faut 3 minutes pour tuer quelqu'un, pour être sûr. Il faut de la rage. On ne le fait pas comme ça. En réalité, le médecin légiste dit que c'est le scotch qu'on a mis sur son visage qui l'a tué. C'est-à-dire qu'avant qu'elle mette le scotch autour du visage, Jacques Mettet était encore vivant. Selon le médecin légiste, contrairement à ses déclarations, Annie Mettet aurait donc sciemment tué son mari. Rien ne venait justifier d'être obligé de boucher les voies respiratoires avec du scotch, si ce n'est de vouloir s'assurer qu'il ne respirerait plus. Ça ne peut être qu'un meurtre. Ça ne peut pas être un accident. La volonté de tuer, elle était évidente. Non seulement Jacques Mettet aurait été tué délibérément, mais il serait mort dans d'atroces souffrances. Elle a dû lui entourer la tête alors qu'il était encore vivant. Donc il est mort asphyxié. C'est une agonie épouvantable. C'est inhumain. Et puis il y a autre chose. Après la prétendue mort accidentelle de son mari, l'épouse a un comportement qui apparaît inapproprié. La réaction aurait dû être d'appeler immédiatement le SAMU, voir si on pouvait le ranimer. Annie Mettet n'appellera pas la police. Elle avait le choix de le faire, elle ne l'a pas fait. Elle dit qu'il a tenté de l'étrangler, en tout cas qu'il lui a serré le cou. Donc si ce qu'elle explique est vrai, hein, elle avait forcément des traces autour du cou. Et c'est le moment ou jamais de les faire constater. Regardez ce qu'il m'a fait. Oh, rien. Et pour couronner le tout, interrogée sur les raisons qui l'ont poussée à attacher son mari à une ancre avant de le donner à manger aux poissons, Annie Mettet va livrer une réponse pour le moins étonnante. On lui demande d'expliquer son geste, pourquoi jeter son corps à la dérive en pleine mer. Et voici ce que Annie déclare. Il m'avait toujours dit que s'il devait mourir, il voulait mourir en mer. Je me suis dit que j'allais lui offrir une sépulture marine. Elle a le cynisme, je veux dire, de dire il voulait une sépulture en mer. Mais c'est monstrueux ce qu'elle dit, c'est monstrueux. Elle se fout du monde là, vraiment. C'est juste extraordinaire. Il faut oser. Il a voulu m'agresser, il a voulu me violenter, mais je lui ai donné une sépulture marine. Belle image. Décidément, la veuve ne se démonte pas.
Le 19 mai 2011, à l'issue de sa garde à vue, Annie Mettet est mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire. Et ce n'est pas tout. L'enquête financière va démontrer qu'elle aurait peut-être un mobile. Car après avoir tué son époux, Annie l'aurait littéralement dépouillé. Les enquêteurs découvrent que, après la mort de Jacques Mettet, sa carte bleue, elle, était bien vivante. Elle va siphonner littéralement le compte bancaire de son mari dès le 26 septembre. Il faut se rappeler que Jacques est mort dans la nuit du 25 au 26. Cette femme vient de tuer son mari la nuit précédente. C'est une attitude anormale, c'est une attitude calculée. L'enquête financière a démontré qu'elle a utilisé la carte bancaire du défunt pour l'entretien quotidien de son domicile, pour s'acheter de l'essence, mais aussi du parfum. Où elle va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller, passez-moi la formule, claquer le fric de la carte bleue. Et elle va se payer tout ce qu'elle a envie de se payer. Et pour vider les comptes de son défunt mari jusqu'au dernier centime, la veuve serait prête à tout, même à usurper une nouvelle fois son identité. Voici le courrier qu'elle envoie à la banque de Jacques 1 mois après sa mort. Un ordre de virement vous a été adressé par fax il y a une semaine. Virement à effectuer le 2 novembre vers le compte de ma femme et de mon fils. Or, rien n'est passé sur le compte. Comment cela se fait-il? C'est juste incroyable. Elle ne craint rien. Alors que les policiers l'ont informée du décès de Jacques, dans les conditions qu'on connaît, elle se fait passer pour lui auprès de la banque de Jacques pour essayer de récupérer l'argent qu'il y a sur les comptes. C'est une affabulatrice patentée. Elle avait pour habitude aussi de faire des faux dans tous les actes de la vie courante. Tout ça pour obtenir des avantages indus. En perquisitionnant dans son ordinateur, on trouve des fausses cartes d'identité, des fausses feuilles de paye, des fausses déclarations d'impôts, etc., etc. C'était un vrai faussaire et elle faisait tous ces faux pour obtenir des crédits. Elle savait y faire en matière de manipulation et de faux. Un mari mort étouffé et ses comptes vidés. Les enquêteurs en sont convaincus. La veuve aurait un mobile et c'est l'argent. D'autant qu'en réalité, au moment du crime, Annie Mettet était une femme complètement ruinée. Elle a fait de mauvaises affaires, elle a essayé de monter des trucs qui n'ont pas marché. Elle était couverte de dettes. En gros, à l'arrivée, elle avait, à l'époque des faits, en 2010, elle avait une dette de 300 000 €. Elle donne quelques cours de danse orientale, elle a ses séances de sophrologie. Mais en tout cas, ça ne suffit pas. Elle a une maison, elle a 3 enfants et les fins de mois doivent être très difficiles pour elle. Or, d'après l'enquête financière, la disparition de Jacques pouvait permettre à sa femme d'éponger l'ensemble de ses dettes. Jacques Mettet, il touche 4 000 € par mois. S'il disparaît, la veuve touche plein pot les 4 000 € pendant 10 ans. Donc l'idée qu'on laisse le corps en mer, qu'on ne le retrouve jamais, ça assurait à Annie Mettet une rente de 4 000 € par mois. Qui rapportait plus d'argent mort que vivant. Elle va aller balancer l'air en disant on ne le retrouvera pas. Et tant qu'on ne le retrouvera pas, la retraite continuera de verser. Et tant que la retraite continuera de verser, moi j'aurai mon argent. Voilà, bien. Tout va bien. Mais la vie est belle. La pied de mari, elle a le pognon. Fantastique, hein? Pour l'entourage de Jacques Mettet, c'est le coup de grâce. Elle vient de le tuer, elle prend l'argent. Mais elle a
Elle a aucun remords, elle a rien. C'est inimaginable. C'est scandaleux, c'est à vomir, c'est à vomir, c'est à vomir. Elle est machiavélique, cette nana. Elle est vénale, ça c'est sûr. Pour l'heure, tout accable Annie Mettet. Son destin semble scellé. Mais voilà, à l'occasion de son procès, l'affaire déjà étonnante va connaître un incroyable épilogue. Le 22 mai 2018, 7 ans et demi après les faits, s'ouvre le procès d'Annie Mettet devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. L'enjeu est de taille. Elle risque la prison à vie. Première surprise, c'est une femme métamorphosée mais libre qui pénètre dans la salle d'audience. Elle a eu la chance de profiter d'une remise en liberté. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi, le juge a considéré qu'elle n'était pas un danger pour la société et qu'elle pouvait attendre son procès dehors. Quand elle arrive devant la cour d'assises, elle a obtenu son diplôme de psychologue qui lui a permis d'exercer jusqu'au procès. Annie n'en démord pas. Elle est victime dans cette affaire. D'ailleurs, dans les jours qui ont précédé son procès, la veuve va faire la une des journaux pour se défendre. Avant le procès, elle va mener une sorte de campagne médiatique où elle va raconter sa version, où elle est victime d'un mari violent et où elle a fini donc par le tuer, un peu à l'image de Jacqueline Sauvage. Des journaux vont la présenter comme une héroïne. Comme une héroïne. Quand elle arrive, il y a déjà la nuée de journalistes qui est derrière elle. Elle est filmée, photographiée, voilà. Je la vois au procès, bon, elle est recroquevillée, elle est de dos, elle se cache, elle chougne, bon, elle joue le rôle de l'accusée, hein, ce qui est normal. Hein. Elle va reconnaître avoir tué Jacques Mettet. Elle dira que c'est parce qu'elle a été agressée et ce sera sa ligne de conduite pendant tout le procès. Quant à l'argent qu'Annie aurait volé sur les comptes de son mari, après sa mort, la veuve aux abois va livrer une explication. Elle dira qu'elle avait été obligée de faire ça pour protéger ses enfants. Ah, c'était un vrai prétexte. Ah, c'est cousu de fil blanc, ça. Elle prend la carte bancaire, elle va acheter du parfum. La pauvre. Elle a fait ça pour ses enfants. Ah oui, ses enfants. L'issue du procès paraît inéluctable. Seulement voilà, Annie Mettet va bénéficier d'un petit coup de pouce du destin. Le jury sera exclusivement composé de femmes. Les 2 assesseurs étaient des femmes, les 6 jurys tirés au sort étaient des femmes, ainsi que les 2 jurys supplémentaires. Un président de cour d'assises entouré de femmes. C'est le fruit du hasard. Je ne parlerai pas de solidarité féminine, mais en entendant cette femme se plaindre des coups et des violences de son mari, ces femmes se sont mises à la place de l'accusé. Donc, elle a bénéficié finalement de tout ce qui était positif pour elle. Et puis, pour prouver qu'elle est une victime, la mère de famille a des alliés de taille. Les 3 fils qu'elle a pourtant eus avec Jacques et qui vont témoigner en sa faveur. Les fils ont défendu leur mère, bec et ongle. Ils viennent faire des dépositions au terme desquelles le père était un homme épouvantable. Était un homme qui les avait méprisés, qui les avait frappés, enfin bref, qui les avait maltraités toute leur vie. Et pour lequel ils n'avaient pas de regrets. Les 3 enfants venaient soutenir leur mère dans la violence qu'elle avait vécue de leur père. Ils expliquent qu'ils ont besoin d'elle, qu'elle a besoin d'eux. Et ils demandent que tout s'arrête, qu'il n'y ait plus de poursuite, qu'elle ne rentre pas en prison et qu'elle revienne à la maison. Au fil des témoignages, le procès d'Annie Mettet devient celui de son compagnon, Jacques Mettet. Et ce n'est pas tout. Selon certains experts, la victime n'aurait peut-être pas été tuée volontairement.
Les médecins experts, eux, vont dire qu'il est mort étouffé, mais qu'on ne peut pas dire si c'est le scotch ou la main. Ils ne peuvent que faire des hypothèses. Elle pouvait l'avoir tué comme elle l'indique avec la position de ses mains. Donc finalement, on ne sait pas comment elle l'a tué. Elle sait, mais nous, on ne sait pas. Alors, Annie Mettet sera-t-elle sévèrement punie? Ou bien les jurés tiendront-ils compte du contexte très particulier qui l'a conduit à commettre ce geste irréparable? Après 3 jours d'audience, le verdict tombe. 5 ans. Elle prend 5 ans. Elle a été condamnée à 5 ans sur 22 qui avaient été requis. On n'a même pas entendu le meurtre. Les jurés ont considéré que c'était des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a cru sur parole. On a cru sa version. Finalement, les jurés ont considéré qu'Annie Mettet avait donné des coups et blessures à Jacques Mettet sans intention de le tuer. Elle a étouffé sans faire exprès. Il n'y a pas de mobile, il n'y a pas d'intention de tuer. Le drame est la conséquence d'un accident. Le seul mobile, c'est la folie dévastatrice de cet homme. Pour les enfants d'Annie, cette peine clémente sonne comme une délivrance. Mais du côté des proches de Jacques, l'incompréhension est totale. Ben, je dis, mais qu'est-ce qu'il leur faut? Mais qu'est-ce qu'il leur faut si elle n'a pas l'intention de la donner, la mort? Elle s'est présentée comme une victime. Et ça a marché. Le pire, c'est que ça a marché. Ça veut dire que cet homme était un étrangleur, un violeur, etc. Et on dit c'est vrai. Là, on a condamné Jacques Mettet. Je suis estomaquée. Elle a eu raison de le tuer. C'était une bête malfaisante pour la société. Voilà. Non, mais c'était ça, la conclusion. On est dans une deuxième affaire Sauvage, Jacqueline Sauvage. Pour son entourage, quoi qu'il en soit, Jacques Mettet ne méritait pas de mourir dans de pareilles circonstances. Dans le procès, on n'a pas souligné la gravité de cette mort, la souffrance de cette mort. Personne ne l'a dit, personne. On a plaint cette pauvre femme, on n'a pas plaint mon frère. C'est lamentable, lamentable. Même s'il est odieux, même s'il est fou, on ne tue pas quelqu'un comme ça, c'est pas possible. C'est impensable. Condamnée à 5 ans de prison, Annie Mettet arrive à mi-peine en cette fin d'année 2018. Elle a demandé, comme le prévoit la loi, sa remise en liberté pour pouvoir retrouver ses enfants.